L'invité de la grande matinale sur Africa numéro 1. Alors c'est Amina Sidibé, membre du Conseil des Maliens de France. Amina Sidibé, bonjour. Bonjour Eugénie et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, on va revenir sur une situation explosive dans votre pays. Les affrontements continuent au nord Mali entre l'armée régulière malienne, évidemment, et les rebelles Touaregs. En jeu, le contrôle de la localité de Tessalit, un passage stratégique de la route transsaharienne. Les combats continuent de faire de nombreuses victimes et ces violences poussent les populations avoisinantes à quitter la région pour trouver refuge chez les voisins mauritaniens et burkinabés. Alors, est-ce que vous pourriez nous situer sur les enjeux justement de cette région du Mali? Je vous remercie Eugénie. Avant de vous situer sur les enjeux aussi bien économiques que politiques de cette région, de cette bande, je rends hommage à nos vaillants vraiment militaires qui sont morts pour la patrie, à tous les morts, toutes les familles innocentes qui sont mortes également dans cette guerre. Et c'est vraiment dommage parce que le Mali n'avait pas besoin d'une telle guerre dans la limite vraiment où le Mali est en train de prendre son envol concernant son développement et surtout dans cette région aussi. Et c'est vraiment dommage. Donc je m'incline devant tous ces morts et je dis à notre armée courage pour défendre l'intégrité et l'autorité au Mali. J'en reviens donc à votre question. Effectivement, ce problème Nord-Mali est un problème qui a toujours été, si vous voulez, vraiment une épine sous les pieds de la République indépendante du Mali. Et ce problème a commencé bien avant, depuis le temps colonial, avant qu'on en arrive à cette situation. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les rébellions continuent dans cette région du Mali. Pour vous donner une idée de l'enjeu, ce qu'on appelle le nord du Mali est un espace géographique de 3 régions, à savoir la région de Tombouctou, la région de Gao et la région de Kidal. C'est à ces 3 régions seules, du moins ces 3 régions seules représentent les 2 tiers du territoire du Mali. Vous voyez l'enjeu. Et 10% seulement de la population du Mali. Et la région est composée de populations touareg, de deux groupes de sortes de populations. Population blanche, les touaregs et les morts, et population noire, les peuls, les bélas, les bambara, les bozo et j'en passe. Donc, le problème qui est posé également, c'est que cette région est immensément riche en ressources minières, à savoir le pétrole, le gaz, phosphate, diamant et j'en passe. Gaz et j'en passe. Et en même temps, cette région pose un problème géographique puisque c'est une très très grande région qui est partagée entre un certain nombre de pays, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Soudan, une partie du Niger, une bonne partie du Niger d'ailleurs, et j'en passe. Et ce qui est la difficulté de cette région, c'est que les mêmes Touaregs qui habitent au Mali ont des cousins, des parents dans tous ces pays que je viens de citer. Et de tradition, cette population est une population nomade. C'est-à-dire que cette population a eu du mal à se sédentariser, c'est-à-dire que cette population se déplaçait depuis le temps colonial jusqu'à nos jours entre ces différents pays. Qui fait que le problème pour le Mali indépendant était de trouver un contexte qui pouvait aider ces populations à vivre leur culture tout en respectant l'intégrité territoriale du Mali. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Voilà. Alors les combats semblent tourner en faveur de l'armée régulière, mais en l'absence de renfort, la situation pourrait s'inverser. Qu'est-ce que vous en pensez, Amina Sidibé? Vous savez que l'armée régulière malienne est une armée vaillante, une armée forte. C'est-à-dire qu'elle a été prise dans un piège d'accord que j'appelle l'accord d'Alger, qui a été signé en 2006, en juillet 2006 à Alger, qui demandait la démilitarisation de la zone par le pays, par le Mali, pour faciliter la paix
et l'intégration de la population touareg. Et qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Le Mali a accepté cela. Donc, toute cette région était pratiquement un peu abandonnée par l'armée du Mali, qui fait que pendant que l'armée se retirait, les rebelles s'armaient dans cette armée, dans cette partie du Mali. Ils s'armaient par qui? Justement, parce que comme vous le savez, et les ondes le disent souvent, les Touaregs se sont dispersés, et ça c'est une autre histoire, depuis le temps colon dans un certain nombre de pays tels que la Libye, l'Algérie, il y en a même qui sont partis en Palestine, et avec la chute de Kadhafi, beaucoup de ces Touaregs sont revenus avec des armes. Alors, quelles sont vraiment les revendications de ces rebelles Touaregs et qu'est-ce qui a été conclu justement dans les accords d'Alger? Qu'est-ce qu'ils demandent? Est-ce que leurs revendications ont été satisfaites? Les revendications, à la limite, moi je me pose personnellement la question si réellement ces personnes, notamment le MLNA qui demande l'indépendance de l'Azawad, a réellement des revendications assez solides. Dans la mesure où dans le traité d'Alger, c'était demandé une autonomie, puisqu'ils sont fortement concentrés dans la région de Kidal. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Ils sont fortement concentrés dans cette région. Ils demandaient une forte autonomie de cette région et une gestion, si vous voulez, de leur vie, aussi bien économique, culturelle que administrative, par eux-mêmes. Une reconnaissance, en fait, une forme de reconnaissance de leur patrimoine culturel. C'est-à-dire que, Eugénie, c'est ça qui fait un peu le paradoxe de cette histoire, c'est que le Mali a toujours reconnu l'identité de ce peuple. On a toujours reconnu l'identité de ce peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un tel brassage entre ce peuple et le peuple du Sud, qui est en majorité peuple noir du Sud, qui fait qu'on n'a jamais eu de problème ethnique à ce niveau-là, au niveau du Mali. Alors, on reproche au président malien de ne pas être assez stratégique, assez fort, de ne pas sanctionner suffisamment justement ces Touaregs, de ne pas vraiment taper du poing sur la table, semble-t-il. Vous voyez que gérer un pays n'est pas facile. Je ne me ferai pas l'avocat du diable. Il est assez fort, assez grand, assez mature pour se défendre lui seul. Mais seulement, comme il l'a si bien dit, s'il avait suffisamment maté, là, on voit la communauté internationale, mais vraiment silencieuse, par rapport à l'atrocité qui s'est passée pendant cette guerre-là. Même la France? Même la France. Je commencerai par la France. Parce que moi, je n'ai pas entendu une condamnation ferme. La France a reconnu qu'il y a eu des atrocités. Mais je n'ai pas entendu qu'il y a eu une condamnation ferme de la façon dont ces jeunes soldats ont été tués, atrocement éventrés, émasculés, égorgés, et j'en passe. Imaginez un instant si c'était le président du Mali qui avait infligé ce qu'eux, ils ont infligé à ces jeunes-là, aux Touaregs. On allait entendre parler de CPI, de pas mal de choses, et là, donc, la gestion n'est pas facile. Et vous savez, monsieur, le président de la République du Mali, monsieur Ahmad Toumane Touré, est un homme épris de paix. Il a dit que, au lieu de livrer une guerre, la première guerre que le Mali doit mener, c'est la guerre du développement. Je vous assure, Eugénie, que la région du Nord, avec l'accord de tous les Maliens, au départ, on ne le comprenait pas, ont reçu depuis les 10 années du président Ahmad Toumane Touré des investissements qu'aucune région, je dis bien aucune région depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui, n'ont reçu pour son développement. Et c'est ce qui explique la colère des Maliens de France notamment, et je suppose les Maliens au Mali. Comment vous voyez le dénouement de cette affaire, de cette crise? Le dénouement de cette affaire, le Mali est un pays de dialogue. Je pense que le problème qui est posé, il faut que les gens le comprennent. Le vrai problème qui est posé, c'est le problème uniquement de l'uranium de cette région, le pétrole de cette région, qui est un enjeu aussi bien pour les Occidentaux que pour les pays voisins. Je dis bien pour les pays voisins et pour les Occidentaux. Alors, si ce sont... Donc, pour l'issue de ça, il faut que les Maliens, qui ne négocieront nullement l'intégrité de leur pays,
Le Mali n'est pas négociable. Et ça, c'est ancré depuis qu'on est petit, depuis la naissance, dans la tête de chaque Malien. Et c'est dans l'hymne national du Mali et en même temps dans la constitution du Mali. Le Mali est indivisible. Donc en fait, ces rebelles Touaregs revendiquent une partie donc de ces richesses minières, mais s'ils travaillent avec, semble-t-il, l'AQMI, ça va être un peu compliqué d'aller contre ce qu'ils veulent. De toute façon, on n'a jamais vu dans un pays que la rébellion qui assassine les populations civiles et devant la communauté internationale gagne quelque chose. On peut avoir une guerre de revendication, d'identité culturelle, économique. Elle peut ne pas gagner, mais elle peut continuer à justement perpétrer ces assassinats. Eugénie, vous savez, le Mali a l'habitude de ça. Vous savez depuis quand ça commence, ça dure ces assassinats? Depuis les années 1914. Depuis les années 1914, le Mali a en face de lui la rébellion Touareg. Et depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu gain de cause. Et ils ne l'auront pas. Alors, en Mauritanie, il semble, ou au Niger, il semble que ils sont aussi dans cette zone-là, mais pourquoi ils sont moins menaçants dans ces pays-là? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des cousins. Il y a une histoire, justement. Quand on prend le cas de la Mauritanie et de certains d'autres pays voisins, c'est le problème ethnique qui rentre. C'est les blancs contre les noirs, disons le mot. Parce que tout simplement, il y a une partie de ce, je ne dis pas tout, il ne faut pas faire d'amalgame. Beaucoup de populations dans ce nord, le MLN est une population vraiment minoritaire par rapport à l'ensemble de la population dans le nord. On accepte le Mali, se bat à côté du Mali. Il y a certains ressortissants aussi de Libye qui sont intégrés dans l'armée malienne, qui se battent contre ces Touaregs-là, qui sont en train d'éventrer les gens. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. À côté de ça, il y a beaucoup qui se sont reconnus. Vous savez, le Mali, c'est un vieux pays. C'est le pays des empires. Qui de l'Afrique n'a pas étudié l'histoire du Mali? De Sundiata jusqu'à l'Empire Songhai. L'Empire Songhai, c'était le grand nord du Mali. Qui ne l'a pas connu? Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que c'est une poignée de personnes qui ont fait d'une partie du grand nord du Mali une zone de non-droit où il y a le trafic de drogue, d'armes et j'en passe. De toutes sortes. Merci Amina Sidibé pour tous ces éclairages. Bonne journée sur Africa numéro 1.